Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu à Nantes dans ces superbes locaux par Paul Foutrel, cofondateur et CEO de Grimp. Salut Paul, comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci de m'accueillir dans tes locaux nantais. On a du soleil en plus. En ce moment, on prend. Hein. C'est le mois de juillet. Ouais, on prend. Alors Grimp, c'est une solution qui permet aux écoles, aux OF, aux organismes de formation et aux étudiants de piloter efficacement l'insertion professionnelle. Mais il existe également une version accessible aux recruteurs qui s'appelle Grimp Business, ce dont on va un peu plus parler, Paul. Plaisir. Alors pour être transparent avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, je connais très bien Paul pour avoir investi quelques euros dans Grimp. Voilà, donc je tenais à vous le spécifier. Merci Florent, et merci pour l'investissement. Je t'en prie, en tout cas. Alors Paul, avant de rentrer dans Grimp, de ce que tu fais, de ce que ça peut apporter aussi à la fonction RH, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire et ce que tu faisais avant Grimp ? Je m'appelle Paul Foutrel, je vais avoir 33 ans là, cet été, au mois d'août. Je suis lion de signe astrologique. Ok. J'ai jamais commencé une intro comme ça. Non. Allons-y, soyons fous. Ça doit faire 6-7 ans que je suis dans l'univers tech, SaaS, logiciel sur le cloud, qu'on peut acheter sur modèle d'abonnement et puis transformer son expérience au travail principalement. J'étais étudiant entrepreneur, un peu un cancre à l'école. D'accord. Tu vois, j'ai dû faire 4 ou 5 lycées. J'ai doublé 2 fois au lycée. J'ai fait un IUT pendant 1 an et demi que j'ai abandonné. C'était pas ton truc En fait, je rentrais pas trop dans le moule. J'ai quelques facilités à l'école, ce qui me permettait de passer un peu râler pas crête et de valider un bac scientifique au rattrapage la 2e fois, tu vois. Et c'est vrai que j'étais un peu turbulent. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu entrepreneur d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de finir mes études comme étudiant entrepreneur entre Paris en école de commerce, Singapour, où j'apprenais un peu à développer des applications mobiles avec un programme en partenariat avec l'université à Singapour. Et puis on a fini en beauté à San Francisco et j'ai fini mes études à 27 ans. C'était long. Ah ouais. C'était long. J'ai toujours été bon dans tout ce qui était job d'été, ça se passait super bien. Mais par contre à l'école c'était un peu laborieux. Et c'est peut-être pour ça que j'ai monté ma boîte. Et avant de monter ma boîte, alors j'ai essayé de le faire quand j'étais étudiant entrepreneur. Tu vois, j'avais lancé un projet qui permettait de trouver des activités, des bons plans autour de soi. C'était l'époque de Facebook Messenger où on pouvait créer des chatbots et puis avoir les bons plans du week-end dans sa poche le vendredi avec Swappy, j'avais appelé comme ça. Et bon, ça n'a pas marché, j'avais pas trouvé mon modèle économique, j'avais pas non plus trouvé mes premiers clients. Par contre, j'avais quelques utilisateurs et puis je prenais peut-être plus de plaisir à développer le produit versus aller faire du business. Et puis quand tu montes une boîte, il faut faire du business. Et voilà, après mes études, je suis parti sur Welcome to the Jungle et puis j'ai envoyé une candidature vraiment spontanée auprès de Headflex, qui est une solution RH qui permet de
de créer des catalogues de compétences plutôt chez les grands comptes pour les collaborateurs avec les meilleures ressources du web. Ok. T'as postulé à quoi chez eux? Sur un poste de business développeur. Tu vois. Plutôt commerce quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au lycée, c'était un peu complexe et j'étais allé voir un conseiller d'orientation, c'est chez Abaca, tu sais, une boîte à Rennes, je crois. Ouais. Cabinet de recrutement, ouais. Et il m'avait parlé de ce métier de bizdev et puis je suis peut-être resté dans ma tête. Donc j'ai fait ça. Et puis tu vois, avant de partir en école de commerce, moi je voulais faire moniteur de ski. Pour un breton, c'était assez paradoxal. Et c'est le truc que je fais le mieux dans la vie, c'est faire du ski. Pas du surf, mais faire du ski, vraiment. C'est un truc que je fais très bien. C'est l'un des bretons qui est bon au ski. Ouais, et je me suis loupé au concours avec l'UCPA, tu vois. Et du coup, je suis parti en école de commerce. Donc bref, tout ça pour dire que ça fait 6-7 ans que j'entreprends. Et chez Headflex, j'étais vraiment, je me qualifiais vraiment d'intrapreneur dans cette boîte. On était 5-6 collaborateurs quand je les ai rejoints il y a 5 ans, et en 2 ans, on est allé chercher une centaine de clients grands comptes. On a équipé beaucoup d'équipes RH avec la solution Headflex, et on avait ouvert aussi un beau partenariat aux États-Unis avec un modèle de distribution. C'était assez magique parce que à l'époque, j'étais un peu un des seuls à pouvoir prendre le téléphone, à parler un petit peu anglais grâce à mon expérience à San Francisco. Ça m'avait envoyé jusqu'à Miami où j'ai passé des bons moments avec l'équipe. Puis en est venu le projet Grimp. Tous les voyants étaient au vert et inspiré du CRM Pipedrive que j'utilisais pour gérer mes opportunités commerciales avec mon équipe. Tu vois, on est passé de 5 à 40 collaborateurs en 2 ans. On a surfé un peu sur le Covid. On n'avait plus de formation présentielle. On était parti à fond sur du digital. Donc, grosse accélération avec Headflex, avec le CRM Pipedrive. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je peux peut-être aider les gens à gérer leurs opportunités, mais de carrière cette fois, pas leurs opportunités commerciales. Et inspiré de Pipedrive, on a créé Grimp avec un ami d'enfance. C'est comme ça que c'est venu en fait. Ouais, c'est venu de ça. Mais t'as arrêté Headflex du coup pour Grimp? J'ai fait ça en parallèle. Ouais, j'ai fait ça en parallèle, c'était en septembre 2020, tu vois, plus ou moins en plein Covid. Et je m'amusais à pitcher ce projet sur des salons avec Headflex. Je partageais ça à mes collègues. Voilà, c'était un petit projet à côté. Puis j'ai appelé souvent mon pote Yann qui bossait à Montréal dans l'import-export avec le décalage horaire quand je faisais des insomnies, c'était pratique, tu vois, j'avais au moins une oreille. Et puis on s'était dit, il faut y aller, il y a tellement de gens sur le carreau qui sont en reconversion professionnelle, qui cherchent un nouvel emploi, un nouvel élan pendant le Covid, qu'on peut les aider. Et moi, je crois que j'étais pas mauvais pour aider les gens à trouver un job. Du coup, on a créé le produit Grimp en no-code, on a démarré comme ça. Et Pôle emploi avait pas ce truc-là? Il avait pas cet outil? Si, ils avaient un outil qu'on a découvert après. On a découvert après un outil qui permettait à chaque candidat d'organiser sa recherche d'emploi, parce que la clé pour bien postuler, c'est d'abord bien s'organiser. Savoir auprès de qui t'as postulé. Voilà, tu t'organises. Comme un tableau Excel, mais un peu survitaminé. Ouais, je vois bien. Pôle emploi avait fait ça, un outil interne qui s'appelait Memo. Et pour la petite blague, quand on démarrait avec Yann, on dit un jour, on ira peut-être challenger Memo, voire remplacer leur outil. Et ça a vraiment été le cas. Ils l'ont déréférencé 1 an et demi plus tard. Et aujourd'hui, on a mis Grimp Academy à la place de Memo sur le site de France Travail, sur l'Emploi Store, qui est un super site d'ailleurs pour gérer sa carrière. Il y a plein d'outils très pratiques pour les demandeurs d'emploi. Donc on a intégré Grimp. Donc aujourd'hui, Grimp fait partie de l'environnement France Travail. France Travail. Okay. Pour les demandeurs d'emploi. Là. Pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit pour tous et on peut vraiment gérer sa recherche d'emploi, créer son CV. Il y a plein de fonctionnalités sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Mais c'est parti de là. Du coup, j'ai quitté. Alors, je fais beaucoup de clics avec le logiciel, mais j'ai quitté Headflex, tu vois, en décembre 2020. Et ce qui était chouette, c'est que un des fondateurs de Headflex, Clément, m'a accompagné vers ce projet. Tu vois, il m'a pas empêché d'entreprendre, quoi. Il le savait, en fait. Il savait qu'à un moment donné, j'allais vouloir... Vu ton profil, que c'était possible. J'étais un peu turbulent. Ouais. Et du coup, il m'a accompagné vers la rupture conventionnelle, la création de ma boîte. Et puis, on a démarré en no-code. On a commencé par coacher, accompagner des demandeurs d'emploi et construire la solution avec eux. Ok. Voilà. Et puis sinon, à côté, j'aime bien faire du surf, du ski, évidemment. Et puis, je joue beaucoup aux échecs. Ok. Ah, je savais pas ça. Tu fais des concours, t'es classé? Non, je joue le midi avec mes développeurs, j'adore battre mes développeurs. Ok. Parfois, ils me battent aussi quand même. Ok. Et t'en as retenu quoi un petit peu de toute cette histoire Headflex et de ce lancement de Grimp aujourd'hui, quelques années après? Je pense que c'est aussi dans mon ADN, ce que j'adore, c'est créer une expérience au travail grâce à de la technologie. Et ce que j'ai retenu, c'est que tu vois, on se forme beaucoup par soi-même avec des podcasts, en train d'en faire aujourd'hui, des contenus sur le web, de pair à pair, tout au long de sa vie. Et j'adorais le produit Headflex, le fait de pouvoir aller chercher les meilleures ressources du web et en créer des catalogues de contenu. Et moi, j'ai trouvé ça hyper puissant de créer un logiciel au service du développement des compétences, au service d'une nouvelle expérience au travail. Et inspiré de ça, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec Grimp.
Je suis d'abord, je pense, tombé amoureux du problème d'aider les gens à trouver un job. Ouais. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est quelque chose aussi qui, je pense, qui anime les équipes. Tu vois, on est entreprise à mission. Notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à toutes et toutes. Alors, c'est assez utopique, mais bon, ça nous rassemble. Et d'abord, on est tombé amoureux de ce problème avec mon associé, Yann. Et puis, on a construit ça avec nos premiers utilisateurs. Donc voilà, ce que je retiens, moi, c'est le fait de créer une solution au service de l'humain, de créer une nouvelle expérience au travail grâce à de la technologie. Et puis évidemment, je pense que c'est en faisant des choses que tu attires. Et c'est comme ça que j'ai attiré d'ailleurs mon troisième associé, Florian, mon CTO. Et grâce à l'expérience Headflex, je me suis fait un sacré réseau. Et ça a été très puissant pour aller chercher mes premiers clients, pour aller chercher mes premiers partenaires avec la boîte qu'on a montée il y a 3 ans maintenant. Voilà. Puis après, plein d'enseignements aussi. Tu vois, quand tu montes une boîte, faut faire du chiffre d'affaires. Ma première boîte, quand j'étais étudiant entrepreneur, je faisais pas de chiffre d'affaires. Avec Headflex, on faisait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc ça m'a bien aidé pour démarrer. Et puis Clément est devenu un ami maintenant, le fondateur de Headflex. C'est une super vous êtes toujours boîte. resté en contact. Ouais, carrément. Ok, cool. On va parler de Grimp. Donc il y a une solution Grimp pour les demandeurs d'emploi. Ouais. Donc ça c'est chouette, c'est sympa, mais tu gagnes pas ta vie avec ça. Non. Voilà. Grimp aujourd'hui, c'est quoi la mission, c'est quoi l'objectif de Grimp et quelle offre tu as. Ouais. Donc, on a un petit peu parlé dans l'intro de Grimp Business, mais ce serait intéressant que tu me parles de Grimp pour les écoles, ouais, carrément. pour les OF, et puis Grimp bien sûr pour les RH en entreprise. Ouais, effectivement, nous on a débuté par aider les demandeurs d'emploi, rapidement les étudiants, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait servir aux écoles, parce qu'on court un peu après les étudiants, on les accompagne vers la recherche de stage, alternance, premier job. Et aujourd'hui, on est souvent sur des tableaux Excel, ou par email, on leur envoie des offres, et c'était pas forcément bien digitalisé ou très artisanal. Ouais, c'est plus bricolage, quoi. Exactement. Donc on a commencé par créer un accès pour superviser finalement les candidatures de ces étudiants. On appelait ça Grimp Éducation. Et aujourd'hui, on habille un portail en marque blanche à l'image de l'école. Et ça permet au service carrière d'une école ou un CFA de mieux accompagner ces étudiants vers l'emploi finalement. Et rapidement, on s'est aussi rendu compte que les écoles avaient des partenaires entreprises, des recruteurs. Il fallait leur donner un accès sur la solution. De là est venue l'idée de créer Grimp Business au service des RH, au service des recruteurs, pour diffuser des annonces dans les écoles, mais aussi diffuser des annonces dans tout un réseau d'écoles et auprès de milliers de candidats. Et ça permet du coup aux RH, aux recruteurs de travailler un petit peu leur marque employeur, de créer du lien avec des écoles, aller chercher des stagiaires alternants, mais aussi des jeunes diplômés, et pourquoi pas aussi aller chercher des demandeurs d'emploi via l'intégration sur le site de l'Emploi Store de France Travail. Ok. Alors concrètement, moi je suis RH en entreprise. Comment est-ce que ça fonctionne Grimp Business ? Parce que diffuser mes annonces, moi j'ai un ATS quoi, tu vois. Oui, carrément. Comment est-ce que tu te connais ? Comment est-ce que je fais au quotidien en fait ? Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas fait un truc, comment dire ? On n'a pas fait un produit deep tech complexe avec de gros avantages concurrentiels par rapport à un ATS ou un job board. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fluidifié le fait de diffuser une annonce dans une école, de se connecter aux écoles et le fait de pouvoir avoir des candidats frais et motivés. Puisqu'on a d'abord créé un outil pédagogique pour le demandeur d'emploi et l'étudiant, ce qui fait qu'on a des candidats engagés qui pilotent vraiment leur recherche d'emploi. Ça se ressent au niveau des candidatures. Donc quand on met une offre sur Grimp, on a logiquement, c'est les premiers retours qu'on a, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, on a logiquement des candidats qui font l'effort de faire des messages de motivation, qui font l'effort de se renseigner auprès de l'entreprise, et on peut tout de suite multidiffuser une annonce dans un réseau. Aujourd'hui, c'est plus de 120 écoles, donc ça, c'est assez pratique. Donc ça, c'est les écoles qui sont adhérentes de la solution Grimp Éducation, et ces écoles, en fait, elles payent un abonnement annuel. Du coup, c'est des écoles qui investissent sur l'employabilité et qui mobilisent aussi leurs étudiants. Ce qui nous permet d'avoir des candidats sûrement plus motivés que sur les job boards. Et ce qui est vraiment pratique pour un recruteur, c'est qu'on peut aussi être invité par les écoles. Et plutôt que se créer un compte dans chaque école, ou plutôt que rentrer en contact dans chaque école. Qui est un enfer. Je le devine et je commence à l'apercevoir. Effectivement, ça coûte des ressources que d'aller discuter avec les career centers de toutes les écoles. Ou alors, des fois, on a un accès sur le site internet, on dépose une annonce. Créer un login, un mot de passe pour chaque career Exactement. center, etc. Et voilà. À moins de passer sur un plan payant, sur des outils potentiellement un peu concurrents comme Job Teaser, sur Grimp, nous, on l'a rendu un peu plus facile. C'est-à-dire que l'école peut inviter ses partenaires et un peu à la manière d'un Slack. Je ne sais pas si vous connaissez un outil de messagerie où on a
tous ces environnements de collaboration, de travail avec des petits logos. Et ben nous, on a tous les petits logos d'écoles et puis on peut choisir, cibler les écoles sans avoir besoin de se réinscrire, de se recréer des comptes sur toutes les écoles. Alors, ça fonctionne évidemment pour nos clients. On a 120 établissements, on a quelques IAE, on a des lycées professionnels, des business schools, un peu tout aujourd'hui en France. On a quelques écoles d'ingénieurs, ça commence à arriver. Et principalement en France pour le moment. Donc voilà, pour résumer, c'est assez chouette de pouvoir se connecter plus facilement aux établissements, aux étudiants, stagiaires, alternants, demandeurs d'emploi, jeunes diplômés grâce à Grimp, mais on a aussi accès à une CVTech. Alors l'école est toujours responsable du traitement de la donnée personnelle d'un point de vue RGPD, c'est-à-dire que c'est l'école qui vraiment contrôle l'accès ou non à la CVTech des étudiants, c'est l'école qui valide les annonces, donc voilà, ça permet aussi de s'assurer que les annonces soient cohérentes et que les étudiants soient aussi en lien avec potentiellement la fiche de poste. On a accès à cette CVTech si l'école nous invite, mais sinon on a quand même accès à la CVTech de tout le vivier de candidats de la version gratuite sur le site de France Travail. Donc on a aujourd'hui plus de 75 000 profils. D'accord, ok. Ok. Donc la cible, si moi je suis une entreprise, je vais chercher des stagiaires, je vais chercher des alternants, des jeunes DIP aussi. Voilà, et en bonus, via l'intégration sur le site de France Travail, on a aussi des demandeurs d'emploi. D'accord. Et tout type de demandeurs d'emploi, c'est hyper hétérogène. On maîtrise pas encore très très bien la donnée parce que la boîte est jeune, tu vois, je suis pas capable de te dire aujourd'hui, on a tant de profils de tel âge à tel âge, dans tel secteur d'activité, et ainsi de suite. Mais on voit qu'on a des cadres, des non-cadres, on voit qu'on a des jeunes, des moins jeunes, on donne la chance à tout le monde. Et ça, c'est aussi un peu le bonus, c'est de se dire en tant que recruteur, je peux aussi aller cibler des personnes qui utilisent la solution pour piloter leur recherche d'emploi. On a appelé Grimp Academy, qui est la version gratuite ouverte à tous. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais, il y a trois leviers, tu vois. C'est extrêmement clair. Ouais. Et du coup, les personnes qui vont voir les offres d'emploi que je diffuse, ils vont candidater par Grimp. Tout à fait. Ouais, ok. Donc c'est. Quand on a 5000 entreprises qui l'utilisent aujourd'hui. Ouais, okay. Et on a fait une acquisition organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'effort pour aller chercher ces recruteurs. Ces recruteurs sont soit invités par des écoles, soit ils s'inscrivent via notre site internet. Oui. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit pour multidiffuser sa première annonce dans tout un réseau d'écoles. Et c'est gratuit si on est invité par une école. Et dans ce cas-là, on diffuse toute l'année autant d'annonces qu'on le souhaite dans l'école. Mais si on souhaite, entre guillemets, un peu arroser tout un réseau, là, on a un plan payant qui démarre à 49 € par mois pour 5 offres multidiffusées à la fois. Ok, d'accord. Puis on a un plan un peu plus premium aussi. Donc si je suis invité par une école, je paye pas en fait. Exactement. Donc aujourd'hui, on est très généreux, peut-être que. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Mais parce que toi, ton enjeu, c'est aussi avoir le maximum d'écoles, bien sûr, sur Grimp. C'est ça l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, on voudrait pas frustrer un recruteur ou une entreprise qui se dit, moi, il me faut des profils très spécifiques. Vous n'avez pas telle ou telle école, vous avez vendu un abonnement, voilà. On prend le temps en fait. Tu vois, monter une boîte, ça prend 10 ans, je pense, de faire une super boîte, en tout cas d'avoir une bonne assise sur un marché. Donc on s'est dit, on monétise Grimp, on fait tourner l'entreprise grâce à des abonnements côté école. Et ça responsabilise aussi les écoles sur l'employabilité. Ok. Vous les accompagnez, les écoles? À fond. Sur ce sujet, comment vous les accompagnez? Alors déjà, tu vois, on leur met pas à disposition une coquille vide. Le logiciel Grimp, il est collaboratif, vivant, un peu social, tu vois. C'est-à-dire que tu vois tes étudiants, tes coachs, tes recruteurs. On fait une réunion kick-off, une réunion de lancement. On leur propose un kit de déploiement avec les bonnes pratiques pour marketer l'offre, pour la diffuser auprès des étudiants. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que je me suis rendu compte dans mon expérience précédente qu'il y avait un vrai enjeu de marketing de l'offre. Quand on déploie un LMS, un Learning Management System, quand tu déploies une solution logicielle, c'est bien de l'installer, de la connecter avec ta DSI, de l'intégrer, mais après il faut faire venir les gens. Et pour faire venir les gens, on a fait tout plein de ressources de communication, des mail types, des affiches, des infographies, des vidéos tutoriels, et on fait même des points mensuels de 30 minutes avec chacune de nos écoles. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est un webinar au démarrage, et ça nous permet de créer des étudiants ambassadeurs et puis de mobiliser aussi les équipes avec un atelier de prise en main. Donc on met le paquet d'un point de vue, on appelle ça CSM, un Customer Success Management, sur l'accompagnement des écoles. Et pour moi, c'est la clé du succès, c'est de réussir à allier technologie et humain quand tu déploies un SaaS, quand tu déploies un logiciel comme le nôtre. Ok. Et là, vous accompagnez plutôt le personnel de l'école? Les deux, les étudiants et le personnel de l'école. Ouais. Et comment réagissent les étudiants? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les plus jeunes d'entre nous ont des comportements de candidats qui ont un peu évolué versus les plus anciens. Qu'est-ce qu'ils apprécient chez Grimp et qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Je pense que notre force, tu vois, c'est d'avoir d'abord construit un outil pour le demandeur d'emploi, pour l'étudiant. Donc en fait, c'est un vrai bénéfice pour l'utilisateur final, pour le candidat, pour l'étudiant, que de pouvoir
enfin organiser sa recherche d'emploi dans un tableau de suivi des candidatures. Donc déjà, l'étudiant, il a une belle surprise. Il va pouvoir se créer un compte, accéder à plus de 280 000 offres, parce qu'on a des partenariats avec les job boards, l'APEC, Hello Work, France Travail, West France Emploi, l'AYAN, Bénévole, enfin, il y a plein de job boards. Plutôt des job boards français pour le moment. Bon, j'ai eu le go tout à l'heure pour Monster pour réceptionner les offres, ça va être cool. On discute un peu avec Indeed, mais voilà, l'idée c'est d'avoir aussi un agrégateur d'offres. T'as pas Indeed aujourd'hui ? Pas encore. J'ai pas retrouvé le bon contact. Ok, En fait, le sujet, c'est le bon contact. Ouais, j'ai pas trouvé sur leur site web comment récupérer leur flux d'offres. J'ai peut-être pas assez fouillé, mais voilà, on a fait des Tu connais Eric Gras chez Indeed ou pas ? Non, absolument pas. Ah ouais, faut voir, on en parle. Ouais. Je te mets en relation. On a fait des connecteurs avec les flux d'offres, c'est mis à jour toutes les 24 heures. Mais pour revenir à ta question, notre force, effectivement, c'est que l'étudiant, lui, il a un vrai bénéfice à utiliser Grimp. Il peut créer son CV en quelques clics. Il a une intelligence artificielle générative sur la formulation du projet professionnel. Tu vois, on met un peu d'IA, un peu d'intelligence, mais à des aspects un peu stratégiques, mais aussi éthiques. Tu vois, on va pas candidater à la place de l'étudiant avec une IA. Par contre, on va l'aider à formuler son projet pro, on va l'aider à construire son CV, on va l'aider à faire des relances. Voilà, il y a plein d'aspects intelligents dans Grimp. Donc l'étudiant, lui, c'est tout bénef, il utilise Grimp, il peut enfin organiser sa recherche d'emploi, se rendre compte par lui-même qu'il a fait 80, 100, 150 candidatures, 0 entretien, parce que tu vois, t'as un Kanban, t'as un tableau où tu peux faire avancer tes candidatures, comme sur un CRM. Ouais, ok, je vois. Et t'as une étape, c'est je dois postuler, je génère un entretien, je remercie le recruteur. Et tu vois, il y a un vrai aspect pédagogique. Tu vois, je le vends pas comme une énième plateforme, parce qu'on en a marre d'avoir 15 plateformes, mais plutôt c'est un outil pédagogique pour le demandeur d'emploi, pour l'étudiant. Et quand il déplace sa carte de je remercie le recruteur, on a une action intelligente qui lui suggère de faire un mail de remerciement. Et ça, c'est gage de motivation. Donc le fait d'utiliser Grimp, l'étudiant, il va booster, entre guillemets, son employabilité. Et ce qui est chouette, c'est que l'école va voir ce que font les étudiants et l'école peut intervenir. On va pouvoir se rendre compte qu'un étudiant a fait 300 candidatures pour, 80% des candidatures refusées. Tu vois, il y a plein de statistiques. Ça nous permet d'avoir un super taux d'engagement côté étudiant. Et ce qui marche encore mieux, c'est quand je vais dans une école et que je fais une petite conférence, un atelier avec les étudiants en direct, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sentir considérés. Et grâce à l'outil et grâce à une petite prestation comme ça, grâce à une intervention humaine, ça crée de la magie en fait. Tu vois, ça m'est arrivé d'aller à l'ESC Clermont-Ferrand, 400 étudiants, 390 créations de comptes. Ah oui. Et Dieu sait que si on avait envoyé 300 ou 400 emails, on n'aurait pas eu 390 créations de comptes. C'est certain. Et moi, je le vois comme ça. Pour moi, l'avenir du logiciel, c'est de pouvoir... Mais c'est chronophage pour toi, parce que ça veut dire qu'à chaque promo, il faut que tu... Ouais, mais quand tu as 390 users et que ton client est content, franchement, est-ce que c'est pas un bon investissement ? Ouais, c'est une valeur. Aujourd'hui, on fait le tour de la France. Tu sais, ça nous arrive d'aller à Lille, à Nîmes, à Lyon, juste pour rencontrer des écoles potentiellement clientes, des étudiants. Et même si on n'a pas tout de suite un retour sur investissement, c'est aussi pour ça qu'on a levé des fonds aussi, c'était pouvoir se donner les moyens de nos ambitions. Ça, je vois comme un vrai investissement, quoi. Et il y a une partie de plaisir, tu vois, d'aller voir les gens, c'est important. Je suis content de faire le podcast avec toi et t'avoir en face de moi, que de le faire en visio. C'est pour ça que je fais pas de podcast en visio. Je n'aime pas faire ça en visio. Donc, j'étais très bavard, mais j'espère bien répondre. Non, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de passion. Et t'as parlé des écoles, t'as pas parlé des universités. Les universités en France, comment est-ce qu'elles s'approprient ce genre d'outils? Elles y vont? En France, les universités sont souvent équipées de Job Teaser, qui est un super outil, gratuit pour les écoles, payant pour les recruteurs, avec une politique RGPD qui est différente de la nôtre. C'est quoi la différence? Tu vois, le RGPD, c'est pas uniquement avoir ses données en France, ses serveurs en France ou en Europe. Le RGPD, c'est qui est responsable du traitement de la donnée personnelle, qui peut faire ce qu'il a envie de faire avec les données des utilisateurs. Nous, on laisse l'école être responsable du traitement de la donnée personnelle, et Grimp est sous-traitant. Sur un Job Teaser, bien souvent, l'université est sous-traitante et Job Teaser est responsable du traitement de la donnée personnelle. Et qu'est-ce que ça change pour moi? Alors, ça change que, du coup, toi, tu es une école, tu es une université, tous les étudiants que tu inscris, ça peut être dans une CVTech pour les recruteurs, les données, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, sans vouloir casser du sucre sur d'autres acteurs, on les voit plutôt comme des confrères, mais ce qui est sûr, c'est que la gouvernance de la donnée dans une école, pour moi, c'est fondamental. Tu es dans une université, ce sont leurs étudiants. Ce sont leurs étudiants. Mais en tout cas, voilà, le RGPD, pour moi, c'est un allié, c'est une force, il faut bien le maîtriser. Et du coup, les universités, parfois, elles te challenge quand tu essaies de mettre en place un contrat sur, alors du coup, vos données personnelles, le RGPD, est-ce que vous êtes conforme? Aujourd'hui, on n'a pas de label RGPD, c'est comment est-ce qu'on oriente le RGPD.
Et nous, on leur dit, aujourd'hui, le RGPD, vous êtes responsable du traitement de la donnée personnelle. Et bien souvent, les rendez-vous, ils se passent sur Zoom, un outil de visio américain. Donc, petite dédicace. Donc, il y a aussi des choses à revoir. Voilà. Donc, les universités, on discute pas mal avec elles. Ouais, parce que certaines recommandent la version gratuite. Parce que là, tu as des milliers d'étudiants d'un coup, quoi. Bah ouais. Mais tu sais, sans citer personne, c'est dur d'avancer sur une entente commerciale avec une université. C'est plus compliqué, ouais. Le temps est plus long, peut-être. Tu sais, après 3 ans, je sais même pas où sont gérés les budgets, je sais pas vraiment quelle capacité d'investissement, d'innovation elles peuvent avoir. C'est laborieux. C'est public, en fait, tu vois, et c'est toujours difficile de démarrer une boîte avec des partenaires, des clients dans le public. Moi, je me suis rendu compte de ça après 5 ans de déploiement de logiciels. Par contre, on perd pas espoir. On a vraiment envie de bosser. Alors, en plus, on est breton, donc on a vraiment envie de bosser avec des universités en Bretagne, dans le Grand Ouest. De Rennes, de on Nantes, discute, de Brest. On recommande Grimp, la version gratuite. On essaie de trouver des synergies, notamment avec des fois, ils appellent ça le SUEO, le centre d'orientation pour les étudiants. Mais on a du mal à débloquer un tout petit budget pour démarrer. Alors, tu vois, pour la petite anecdote, c'est croustillante. Une fois, je crois qu'on avait plus de 100 000 étudiants dans une université, on a fait une offre commerciale, on m'a proposé 500 €. J'ai débloqué 500 € de budget. On parlait de 100 000 étudiants. Oui, c'est énorme. Je ne te dis pas combien on paye pour héberger nos serveurs et compagnie. Oui, forcément, c'est un coût. Et on n'a pas réussi à trouver la synergie. Donc, si des auditeurs ont des contacts dans les universités ou une baguette magique pour nous aider à accompagner un maximum d'étudiants à candidater avec Grimp dans une université, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Bon, alors je reviens à Grimp Business. Ouais. Je vais me remettre dans ma peau du RH que je suis. Quel conseil tu me donnerais en tant qu'RH pour séduire les plus jeunes aujourd'hui, en tout cas les étudiants, les étudiantes à candidater à mes annonces? Aujourd'hui, il existe énormément de job boards. Et c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Et puis tu sais, à un moment donné, on avait un slogan, c'était trouver des offres, c'est bien, postuler efficacement, c'est mieux. Et en fait, tout le monde peut trouver des annonces d'emploi. Et le marché de l'emploi, il est bien souvent caché. Je pense que pour un recruteur, pour un RH, c'est assez important d'ouvrir la porte à la candidature spontanée, de travailler sa marque employeur, évidemment, et je pense que tu maîtrises ça encore mieux que moi. Et au-delà des annonces, au-delà de diffuser des annonces un peu partout, l'idée c'est de pouvoir être aussi accessible des étudiants, des candidats, des écoles, via son site web, via une solution comme Grimp, via LinkedIn, qui est omniprésent. Je crois qu'on a passé les 30 millions d'utilisateurs 30 millions en France, c'est assez fou quand même, t'imagines? Et il faut laisser la place au dialogue, il faut laisser la place à la candidature spontanée. Alors c'est peut-être un peu utopique ce que je raconte, mais qu'est-ce que ça coûte cher de diffuser des annonces sur les job boards? En plus, il faut s'inscrire un peu partout, parce que t'es candidat, il faut aller sur Hellowork, il faut aller sur Indeed, il faut aller sur France Travail, il faut aller sur l'APEC. T'es recruteur, maintenant, en fait, il faut un outil de multidiffusion. Ouais, t'as un outil de multidiffusion, alors qui est indépendant, soit qui est intégré à ton ATS. Ouais. Et puis dialoguer avec les écoles. Mais tout le monde n'a pas un ATS. Tout le monde n'a pas un ATS, et puis on en connaît des super... je pense des moins super, mais je pense à Jarvis par exemple, un super ATS là, breton encore, je suis assez chauvin. Mais même Layan, c'est un bel ATS CRM aussi. Mais voilà, non, effectivement, pour recruter, quand tu veux en tout cas te rapprocher des écoles, souvent même on a des postes, on est chargé des relations écoles, et en face on a des chargés des relations entreprises. On a les deux postes, par contre le dialogue parfois il est un peu compliqué ou ça coûte des ressources. Donc nous on essaye de fluidifier ça avec Grimp. Alors c'est une belle mission. Tu vois, je te fais une réponse de Normand, mais je pense qu'il n'y a pas juste diffuser des annonces. Aller dans les écoles, envoyer des emails pour demander peut-être une CV tech d'étudiants, un book d'étudiants. Alors nous, on le fait digitalement avec Grimp aussi. Et puis, travailler sa marque employeur. Les étudiants, ils ont besoin d'être considérés, ils ont besoin de comprendre les missions, la fiche de poste, sans tomber dans le cliché de c'est la génération Z, il faut leur écrire les offres d'emploi de manière un peu spécifique. Non, il faut juste mettre en avant ses valeurs, sa culture d'entreprise, quelles sont les missions que tu vas avoir, qui sera ton futur manager, comment va se passer la période d'intégration. Les jeunes, ils ont besoin de se projeter. Et puis, je pense qu'il faut ouvrir vachement le dialogue avec un maximum de rencontres physiques avec les écoles ou en visioconférence, sans passer par tous les job boards ou tous les sites internet des écoles. Le métier de responsable relations école qu'on peut trouver en entreprise. Alors il y a des entreprises qui ont les moyens de se financer ce métier. Moi c'était mon premier métier RH, tu vois. J'étais campus manager, donc j'ai commencé en tant que bébé RH sur ce métier. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se financer ce poste de responsable relations école. C'était dans une PME de 300 personnes.
tu vas pas créer ce poste. Toi, tu penses que c'est vraiment indispensable aujourd'hui, quand on est recruteur, quand on est RRH, quand on est DRH, d'aller dans les écoles? Ensuite d'utiliser une plateforme, mais il faut y aller, quoi. En fait, c'est un vrai métier de chasse. Hein. Tu Ouais. le connais mieux que moi. Et quand tu es commercial ou recruteur et que tu dois chasser, faut aller chercher de l'email de l'école. Il faut rentrer en contact avec les bonnes personnes. Il faut aller les ajouter sur LinkedIn. Il faut les faire venir via ta marque employeur, via ton site internet. Il faut être présent sur peut-être des salons. Il faut être présent sur des portes ouvertes. Il faut peut-être être jury à certains examens. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps d'aller se connecter aux écoles, de se connecter au lycée, de se connecter aux jeunes par divers moyens. Et Dieu sait qu'il y a plein de possibilités avec... parfois, on a des projets co-construits avec des entreprises. Voilà, il faut être un peu créatif et pas hésiter, je pense, à être un peu incisif avec une école pour les acculturer au recrutement, les acculturer à l'entreprise, à la culture d'entreprise via des emails, via des prises de contact. Je sais pas, je te donne des bonnes pratiques. Après, si tu passes par Grimp, c'est encore plus fluide, te dire, mais j'ai pas envie de faire l'autopromo non plus, quoi. Non, mais tu parles de projet de co-création. Ouais. Tu penses à quoi, par exemple? Nous, ça nous arrive d'être contactés par des étudiants pour valider leur diplôme. Ils ont des études de cas à mener sur une entreprise. Voilà. Ça nous arrive une fois ou deux de leur proposer une problématique à résoudre. Et puis derrière, en fait, tu peux, lors de la soutenance, tu peux rencontrer des super profils que toi, tu iras recruter plus tard. Et en tout cas, tu t'es fait connaître au moins comme ça. Parce que ta problématique, elle est analysée parfois par 60, 80 étudiants sur des groupes de travaux, quoi. Je pense qu'il y a plein de moyens. Il faut être un peu donc créatif, là, tu fais connaître ta boîte, tu fais connaître... Exactement, tu permets aussi à tes managers de rencontrer, les jeunes. Donc ça, c'est top. Et c'est assez nouveau, ce métier de chargé des relations écoles. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait il y a longtemps, tu vois. Ouais. Mais il y en a de plus maintenant. Je pense qu'il y en a plus, ouais. Puis à l'époque, il n'y avait pas Grimp, je te confirme. Il n'y avait pas du tout de solution digitale. Ouais. Et moi, je prenais ma voiture, mon train et mon avion pour aller dans les écoles. Et puis... et c'était ultra chronophage. Ouais. Mais t'avais pas le choix, en fait. T'avais pas le choix. Mais t'avais du résultat? Ouais, t'avais du résultat parce que effectivement, tu crées une relation avec l'équipe pédagogique. Ouais. Qui te connaissait. Ouais, sur du long terme. Ouais, moi j'étais dans une boîte qui s'appelle ST Microelectronics, donc on leur donnait du matériel, etc. Mine de rien, des fois ils ont pas beaucoup de matos dans les écoles. Ouais. Donc on leur donnait du matos. Ouais, forcément ils pensent à toi quand ils ont des super étudiants qui cherchent un stage. Alors il voit qu'il y a moins d'alternance que maintenant, mais c'était beaucoup du stage ou des futurs jeunes DIP. Ils te disaient, mais tiens, faut que tu rencontres absolument Marie ou Jean-Luc. Là ils sont top, quoi. Et là tu gagnes du temps en recrutement, en fait. Ouais. Et puis les étudiants, ils voient le nom de ta boîte régulièrement. On leur donnait du matos, donc forcément tout était logoté. Ouais, faut les acculturer. Et tu gagnes du temps en notoriété. Ouais. En fait, en notoriété. Puis après, pour toucher les jeunes aujourd'hui, sans tomber dans le cliché, mais c'est vrai que d'avoir un compte TikTok pour mettre en avant ta marque employeur. C'est pas facile, hein. Il faut comprendre les codes, il faut créer de l'engagement, pas faire un flop non plus, parce que moi je maîtrise pas trop, mais je sais qu'on a fait un compte TikTok avec Grimp et Andrea et Noémie qui gèrent la com le font pas trop mal, tu vois, avec un peu d'humour. Faut de l'humour, faut de l'humour, faut pas que ça soit trop cringe, comme on dit en anglais. Mais voilà, d'être sur TikTok, d'être sur Instagram, d'être sur LinkedIn, de participer à des événements, et puis les fondamentaux de la vente, plus ou moins, il faut les chasser. Quand tu es recruteur, des fois, pour les chasser, il faut des rendez-vous en physique. Et des fois, tu fais l'effort d'aller voir une école. Et puis, tu as bâti une relation sur le long terme avec eux. Ok. Est-ce que sur Grimp, je peux créer ma page employeur un peu dans le mode welcome ou... Ouais, carrément. Comment est-ce que tu fonctionnes? En fait, quand tu te crées un compte, tu peux... Alors, soit tu es invité par une école et tu crées ton compte, effectivement, tu renseignes ta fiche entreprise, tes valeurs, qui tu es, ta description, des choses assez classiques, assez light. Il ne faut pas que ce soit trop lourd parce qu'on doit se créer encore un compte. On a déjà peut-être créé des comptes à droite à gauche. Soit l'école t'envoie parfois directement une CV Tech de profil par email, donc tu n'as même pas besoin de te créer un compte. Tu vois, ils te shootent une CV Tech. Ça, c'est assez pratique pour les écoles. Voilà, donc tu crées ta page entreprise, elle est visible aujourd'hui dans tout notre réseau d'écoles, elle est visible... alors, si tu es invité par une école,
tu es affilié comme partenaire de l'école. Oui. Juste pour cette école. Oui. Par contre, si tu viens de ton plein gré ou si tu veux multidiffuser une annonce, là, ta page, elle est visible de tout le monde. De toutes les écoles. Voilà, parce que tu sais, il y a toujours cet enjeu de concurrence entre les écoles. Oui. Tu as une école qui invite un recruteur, il faudrait pas que ce recruteur soit incité à aller dans une autre école concurrente. Mes clients seraient pas contents. Ouais. Donc ça, on fait attention à ça. C'est assez cloisonné, pas facile à expliquer à l'oral, mais l'école a la gouvernance de ses partenaires. Ouais. Et par contre, si un partenaire souhaite de son plein gré, tu vois, une école par exemple de commerce qui invite un recruteur, et ce recruteur a besoin de recruter quelqu'un, un ingénieur, voilà, dans une autre école, bah, lui, il peut venir vers nous et puis il va pouvoir aussi aller multidiffuser dans d'autres écoles. Mais c'est hyper bien cloisonné pour respecter nos clients. Donc moi, je suis un jeune étudiant, je cherche mon alternance, mon stage, mon premier job. Ouais. Je vois pas forcément toutes les entreprises aujourd'hui. Tu vois je vais voir les entreprises de mon école. Aujourd'hui, tu en as 1700 partenaires de Grimp visibles de tous. Okay. Voilà, donc c'est ceux qui sont venus de leur plein gré pour être visibles de tout notre réseau. Okay. Et puis sinon, tu as aussi les partenaires de l'école plutôt mis en avant du coup. Ouais, évidemment. Ouais, je vois bien les cas. C'était assez technique d'ailleurs de bien répondre à ce cahier des charges. Tu sais, parce qu'on me disait, mais moi j'invite des entreprises partenaires, je veux pas qu'elles partent recruter des alternants dans d'autres écoles. Voilà, et puis il y a des écoles qui sont concurrentes entre elles quand même. Exactement. Et puis avec l'alternance, voilà, ça génère du revenu énormément. Ouais. Donc, je comprends la position. Est-ce que tu vois des bonnes pratiques d'entreprise, toi, ou à contrario des mauvaises pratiques d'entreprise? Qu'est-ce que tu conseillerais du coup? En fait, des bonnes pratiques, c'est avoir. Tu vois, toi, tu fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux et je trouve ça. J'aime bien ta tonalité, j'aime bien ton côté des fois piquant, incisif. Tu vois, il faut avoir sa singularité pour créer de l'engagement et puis pour susciter aussi un peu d'intérêt. Et puis, je pense que t'es toi-même et ça, c'est important. Et je pense qu'une entreprise, c'est pareil. Il faut que la marque employeur dans ta petite fiche entreprise Grimp ou dans ton annonce, il faut que ça se ressente. Tes valeurs, ton ADN. Tes avantages, et les avantages, c'est pas forcément le ticket resto ou les 50% de prise en charge de ta mutuelle ou des transports. C'est juste la loi. Voilà, c'est juste la loi exactement. En plus, c'est pas des avantages, mais c'est aussi potentiellement les compétences que tu vas développer, le super mentor manager que tu vas avoir, tu vois un peu les évolutions possibles sur le poste. Tu vois, je pense qu'il faut vachement travailler ça sur sa fiche de poste. Donc ça, c'est quelques bonnes pratiques. On a une petite IA générative qui t'aide à faire ta fiche de poste. C'est pas mal, ça te permet aussi d'éviter le syndrome de la page blanche. Je pense qu'il faut vraiment, de temps en temps, aussi essayer d'utiliser ces IA génératives pour te donner de la créativité, des idées et affiner ta fiche de poste. Faire attention à tout ce qui est stéréotype, discriminant, évidemment, quand tu fais ta fiche de poste. Des fois... Toi, j'avais fait un atelier de sensibilisation chez Mosaïque RH, un super acteur positionné sur l'inclusion et tout. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de stéréotypes dans la vie, donc faut faire attention à ça quand on... Oui, qui sont souvent pas volontaires, en fait. Sans tomber dans le cliché de faut absolument faire une offre en écriture inclusive. Tu vois, on n'a pas besoin de faire de l'écriture inclusive pour être inclusif. Mais voilà, il faut faire attention à sa fiche de poste, il faut qu'elle soit engageante, un peu comme un post LinkedIn, tu vois. Je pense qu'il faut que ton offre elle soit super engageante. Et puis, je pense qu'il faut pas hésiter à aussi créer du lien avec le recruteur côté école comme côté entreprise, tu vois, ça va dans les deux sens, tu vois, c'est un match et c'est une histoire de rencontre, donc c'est pas un produit qu'on va te vendre, c'est un étudiant, c'est un jeune, et souvent son coach, son mentor, son chargé des relations entreprises, il le connaît, et tu peux avoir une belle relation entre l'étudiant que tu prends en alternance, l'école, son responsable à l'école, et puis toi en tant que maître d'apprentissage. Et cette relation tripartite, elle peut être chouette parce que derrière ça crée des belles synergies et puis ça t'encourage aussi à recruter de nouvelles personnes. Voilà, moi ce que je peux observer c'est ça, c'est beaucoup de bon sens, attention aux stéréotypes, faire des fiches de poste engageantes, travailler sa marque employeur, que tu fasses ta page sur Welcome to the Jungle ou sur d'autres sites, c'est important. Et puis je pense qu'il faut être aussi transparent sur la rémunération. Au moins tu mets une fourchette. 30 à 50 000, si t'es à 30, t'as moins d'expérience, si t'es à 50 000, t'as peut-être plus d'expérience. C'est pas trop douloureux. Surtout, par exemple, si tu recrutes un commercial. Commercial, le premier truc qu'il veut voir, c'est combien il va gagner. Logiquement, sinon il est pas fait pour être commercial. Il change de métier, Il change de métier. S'il n'aime pas trop l'argent, c'est un peu con, Du coup, voilà, ça, tu vois, c'est important aussi. Et puis Google est ton ami, je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des contenus, des articles à ce sujet. Il y a plein. Franchement, le web est rempli d'idées, et puis au pire, tu utilises ChatGPT, Gemini, etc. Enfin, tu vois, des outils qui peuvent t'aider à, enfin, pas te remplacer, mais t'aider en tout cas. Ça, c'est mes bonnes pratiques, mais j'ai recruté,
allez, 20-25 personnes ces 5 dernières années, tu vois, je suis pas un expert. Par contre, j'ai aidé beaucoup de gens à trouver un job et je connais mes candidats, je connais mes étudiants et on a besoin d'être considéré, on a besoin d'avoir confiance en soi. Et sur les entretiens, c'est hyper important de mettre la personne à l'aise. On n'est pas là pour le déstabiliser. Et il faut creuser, évidemment, il faut peut-être le challenger un petit peu. Mais il faut mettre les gens à l'aise, entre guillemets. Ouais. La plus belle qualité chez quelqu'un, c'est la confiance en soi. Et pour que quelqu'un puisse exprimer sa confiance en soi, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Donc tu vas pas faire passer 7 entretiens à un alternant. Tu fais passer 1 ou 2 entretiens, tu essayes de lui présenter son maître d'apprentissage, tu essaies de donner de la visibilité, voilà, l'équipe, voilà. Ouais. Quand on est dans une école, on a besoin de trouver du sens. Et je pense que on a besoin de plus en plus de trouver du sens. Aujourd'hui, on reste pas marié avec un job pendant 20, 30, 40 ans comme à l'époque de mes parents. Ouais, je pense que c'est dommage en tant qu'employeur, mais ça challenge, quoi. Après, ça veut pas dire que des gens vont pas rester longtemps dans une structure, mais c'est juste qu'effectivement, de base, ils vont pas se projeter effectivement dans la durée. Ils vont rester plus longtemps si effectivement ils s'y sentent bien, ils sont correctement rémunérés, ils sont considérés, qu'il n'y a pas de management toxique. Enfin voilà, il y a plein de sujets derrière. Mais et puis je pense qu'il faut faire de son mieux parce que on s'en veut jamais de faire de son mieux et ça se ressent quand la personne elle est intègre, transparente, qu'elle fait de son mieux sur le process de recrutement, que ce soit le candidat ou le recruteur. Et comment tu vois l'évolution je suis un peu Madame Soleil. Les plus jeunes vont pas savoir qui est Madame Soleil. Moi je connais pas non plus. Mais... Tu connais pas, bah voilà, tu vois. Voilà, l'expression de vieux. Alors qui est Madame Soleil? Waouh. Une voyante. Une voyante qui passait à la radio. Enfin, c'était un truc de fou. Bref, comment est-ce que tu vois évoluer dans le futur le sujet de la relation école-entreprise, entreprise-école? Il y a pas mal de belles initiatives en place. Je crois qu'il y a des petits groupes qui se créent via LinkedIn. Il y a une boîte qui s'appelle Taranto. Mathias, le fondateur, il a créé un collectif de chargés des relations écoles. Tu vois, et il anime des petits événements. Alors je crois que c'est plutôt à Paris, mais ça c'est plutôt chouette. Et je pense que c'est un peu comme nous, tu vois, en tant qu'entrepreneur, t'aimes bien t'entourer d'autres entrepreneurs. Et quand t'es chargé des relations écoles, t'aimes bien t'entourer aussi avec des personnes dont c'est le même métier, tu vois. C'est le courant passe bien et puis le dialogue est facile. Quand t'es au marketing, t'aimes bien aussi t'entourer de personnes qui sont au marketing. Ça te fait progresser, ça ouvre les chakras, entre guillemets. Donc je pense que on va pas parler d'un mouvement, mais à mon avis, il va y avoir des synergies qui vont se créer entre ces personnes-là, que tu sois dans une TPE, une PME ou un grand groupe, parce que je pense que... Alors je sais pas à quel stade de maturité tu as un chargé des relations écoles, plutôt je pense que la boîte elle est quand même... Il faut être au moins ETI, je pense. Ouais, je pense qu'il faut être au moins ETI, Mais voilà, grand groupe, ils ont tous un responsable relation école à peu près. Je pense que les bonnes pratiques vont commencer à se diffuser, je pense qu'il va y avoir aussi un peu des influenceurs sur le sujet qui vont apparaître. Et puis des tontons Karim, par exemple, qui en fait une partie de son activité. Ouais, donc, carrément. Et c'est chouette ce qui fait une belle tonalité, je trouve. Et puis après, il va y avoir des solutions digitales qui vont apparaître. Alors nous, on est dans le paysage, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et puis finalement, c'est un métier de recruteur, mais dans une entreprise reliée avec un portefeuille d'école, quoi. Ok. Bon, c'est quoi l'avenir de Grimp? C'est quoi les fonctionnalités futures? Tu vas annoncer en avant-première à l'instant. Alors, je plaisante. Là, on vient de finir alors, ce qui est important pour nous, c'est de devenir la meilleure solution d'insertion professionnelle dans les écoles. Ok. Tu vois, ça, c'est ton objectif. La clé, c'est le focus, je pense. Et nous, on est très focus là-dessus. Si on aide déjà, je sais pas, entre 3 et 4 000 écoles en France, si on équipe les 3-4 000 écoles, ne serait-ce que 50% de ces écoles, on a un super terrain de jeu et on va avoir un impact énorme auprès de l'employabilité des étudiants et jeunes diplômés. Voilà. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir un maximum de candidats sur la version gratuite, parce qu'on donne la chance à tout le monde également. Et puis, on a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent. Et ça, c'est un peu la magie, la naïveté de l'entrepreneur, quoi. Tu te lances, tu penses pas forcément faire une solution pour les recruteurs ou pour les écoles, mais c'est le marché qui a voulu ça. Et du coup, l'avenir de Grimp, c'est ça, c'est de pouvoir rassembler le candidat, le coach dans les écoles et le recruteur, créer du lien entre les trois. Et pour ça, on rend Grimp plus intelligent, plus collaboratif, plus social. Quand on se connecte au logiciel, on vit une vraie expérience utilisateur. Tu vois, on n'arrive pas sur une coquille vide. Il faut que ça soit engageant. Alors, il y a plein de challenges à résoudre, d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue fonctionnalité. Aujourd'hui, on peut créer son CV, on peut gérer ses candidatures, se faire un portefeuille de contacts, un portefeuille d'entreprise côté candidat. Dans une école, on peut vraiment monitorer l'activité, inviter ses entreprises partenaires.
On a plus de 280 000 offres qui tombent mises à jour toutes les 24 heures. On a aussi, parmi ces 5 000 entreprises, énormément qui diffusent des annonces dans Grimp, donc ça crée un effet de réseau, tu vois. Et ça, on va vraiment mettre le paquet sur cet effet de réseau, parce qu'un étudiant peut devenir recruteur, un recruteur peut se connecter à une école peut inviter un recruteur, et ça, c'est assez magique. Voilà, on a fait la contractualisation, on gère le CERFA, la signature électronique pour l'apprentissage, on va faire la convention de stage, on va pas aller trop loin là-dessus parce qu'on se défocus un peu, tu vois, mais ça nous permet de mesurer le ROI, le taux de transformation, combien de personnes ont trouvé un travail dans une école grâce à Grimp. Puis c'est des pains quand même quand t'es l'administratif, RH. Et exactement, ce qui est génial, c'est que le RH, lui, sur son interface recruteur, il a aussi un onglet dossier, et puis il va avoir tous ses contrats d'apprentissage, ses CERFA, tout sera bien rangé, et puis il va pouvoir les compléter, il peut déjà les compléter facilement quand l'école lui propose de le faire avec Grimp. Voilà. Donc petite question qui me traverse l'esprit, est-ce que vous vous intéressez au lycée? Tu vois, parce que tu vois, il y a les stages de seconde. Ouais. Ça n'a pas été simple pour les secondes de trouver leur stage au mois de juin. Non, c'est complexe. Et est-ce que vous dites, tiens, ça y a peut-être quelque chose à aller chercher, aider les lycées pour mettre en relation les jeunes avec les entreprises via Grimp? Ce qui est fou, c'est que le marché, il est pas très grand. Quand on 3500 établissements, alors des lycées, je crois qu'il y en a combien il y en a en France? 1500, peut-être je me trompe, je me plante, Il est pas très grand, mais le terrain de jeu, il est quand même énorme, parce que les lycées, les universités, il y a quand même pas mal de parties prenantes. Les lycées, on en a 15, et c'est chouette parce qu'ils ont créé leur bureau des entreprises, et ils ont des fois une personne dédiée à l'insertion pro, mais ils n'ont pas d'outils. Donc c'est bien d'avoir un outil sur ta fiche de poste, quoi. Donc on en a équipé 15 et on a des beaux résultats, notamment avec des lycées hôteliers, des lycées dans l'industrie aussi, avec les métiers en tension. Je pense au lycée de Dinard, avec qui on bosse super bien. Donc ça leur permet de rassembler leurs offres d'emploi, inviter leurs entreprises partenaires à recruter toute l'année, et puis engager les jeunes dans la construction du CV et dans le suivi des candidatures. Donc il y a un terrain de jeu avec les lycées. Sur le stage de seconde, on a aussi, alors, je sais plus combien d'offres de stage dans Grimp, venant parfois de partenaires extérieurs, mais on n'a pas fait d'action marketing ciblée parce que, encore une fois, on est une petite structure, on est 15 collaborateurs. Puis les stages de seconde, c'est nouveau. Aussi. Voilà, c'est nouveau. Mais peut-être qu'on a aidé des secondes à trouver leur stage, ou peut-être qu'on a aidé des lycées, je ne le sais pas aujourd'hui, et j'espère que ça a été le cas. En tout cas, on collecte à la 7e connexion un score de 1 à 10 côté candidat, donc un NPS, un score de promotion. Aujourd'hui, on a 8,6 sur 10 sur les 3500 derniers avis. Et ça, c'est chouette. Et souvent, on a des gens qui nous disent, j'ai trouvé un job grâce à Grimp, et ça nous motive au quotidien. Pourquoi les 3500 avant? C'était moins bien, ou t'avais pas de Non, NPS? c'est sur les 3500 derniers avis, tout le temps, en glissant, tu fais toujours comme ça? En fait, à la 7e connexion, on pousse un message, et sur les 3500 derniers avis, on a 8,6 sur 10. Donc ça nous aide à construire la solution, tu vois. Et d'ailleurs, on a une feuille de route publique, et tu me posais la question, donc toutes les nouvelles fonctionnalités sont sur cette feuille de route publique, et toutes les écoles peuvent voter pour les nouveautés. Voilà. T'as des rêves d'expansion pour toi? L'étranger? Est-ce que ça me manque en fait pas mal de bosser à l'international. Aujourd'hui, on a une vision globale avec mes associés. Tu vois, Yann bossait lui à Montréal, Florian bossait avant chez Easy Recruit, racheté par iSims, un gros éditeur RH, ATS et tout plein de briques. Et donc tous les trois, on a une belle expérience internationale. On aimerait aussi partager ça aussi à nos équipes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ces expériences-là. Mais on sait que stratégiquement, il faut prendre le temps avant de bien sûr. pays. Mais oui, le rêve, ça serait de pouvoir adresser plusieurs pays, parce que l'employabilité, elle est partout dans le monde, et aujourd'hui, on est très mobile. Tu vois, on bosse par exemple avec Audencia à Nantes, ils vont chercher des stages des fois à l'étranger. Parce que pour moi, voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as vite, tu sors vite des frontières. Et on a beaucoup de demandes là d'avoir plus d'offres à l'international et d'avoir peut-être une meilleure traduction aussi dans plusieurs langues. Aujourd'hui, on gère l'anglais, l'espagnol. Donc ça, c'est un de mes rêves. Et puis c'est vrai que j'aimerais que côté candidat, j'adore bosser avec les écoles, j'adore bosser avec les recruteurs. Il y a encore énormément de choses à faire pour les RH. On n'a pas marketé tant que ça les choses côté entreprise RH. Et c'est tout bénef aujourd'hui quand tu es recruteur d'aller sur Grimp, parce que tu en tires vraiment de la valeur, et c'est un petit peu la solution cachée, tu vois, parce qu'on a
on n'a pas mis de budget marketing. Mais mon rêve, c'est quand même d'aider les candidats à avoir ce réflexe d'organiser leur recherche d'emploi, comme toi, t'organises. C'était la genèse, en fait. C'est vraiment la genèse de Grimp et ça n'a pas bougé, d'aider les gens à trouver un travail, en fait. Et c'est notre raison d'être, on est une entreprise à mission, faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous. Donc si demain, on peut aider 2, 3, 4, 10, 15 millions de candidats, bah, c'est super chouette. Et donc, Pôle emploi, au-delà d'héberger... une solution gratuite. Une solution gratuite, il t'accompagne, il t'aide, tu penses qu'il pourrait faire plus encore? France Travail, je pense France Travail. que... Pôle emploi. Ouais, bah, c'était Pôle emploi, France Travail. Aujourd'hui, je pense que ils ont quand même un enjeu de personnaliser le parcours candidat et de suivre certains candidats, peut-être pas tous, parce qu'il y a de la masse, quoi. Et on pourrait carrément les aider avec Grimp. Aujourd'hui, j'ai pas encore eu trop de points de contact avec France Travail, un petit peu avec l'APEC pour lancer des projets pilotes, pour aider les conseillers APEC à mieux suivre, mieux accompagner leurs clients candidats, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai truc à faire et qu'on pourrait avoir Grimp déployé chez Pôle emploi pour aider un maximum de conseillers, mais aussi avoir un impact encore plus énorme sur les demandeurs d'emploi. Donc il y a encore tout à construire. Mais ça, c'est ça qui est génial. La boîte a 3 ans, donc le meilleur est devant nous. Tu recrutes d'ailleurs? À la rentrée, peut-être qu'on va essayer de recruter un commercial. On cherchait un développeur, mais... C'est quoi tes critères, toi, de recrutement? On veut des gens motivés. On veut des... Alors, ça veut dire quoi? Parce que moi, je connais personne qui recrute des gens pas motivés. Ouais, mais on veut sentir que c'est une vraie motivation et pas juste lors de l'entretien. J'ai pas de recette magique, mais on veut des, comment dire en anglais, des A-players. Tu vois, comme une équipe de basket. T'es pas forcément les meilleurs amis du monde, mais sur le terrain, t'es compétitif et tu te donnes à fond, quoi. Et nous, on veut des gens passionnés, motivés, qui vont se donner à fond parce que derrière, on a un impact énorme sur l'employabilité. Ça, c'est quand même chouette. Quelqu'un qui est ultra motivé, engagé, qui aime le produit. Tu vois, c'est hyper important d'aimer ce que tu vends. Oui, et qui est en phase avec la mission que vous êtes fixée. Qui est en phase avec la mission et qui a une bonne capacité de progression, d'apprentissage. C'est... Le diplôme, tu t'en fous un peu? On s'en fout complètement. En plus, vu ton histoire, c'est pas ton sujet, j'imagine. Ouais. Si tu savais à quel point on s'en fout du diplôme, quoi. Ouais. Je peux t'en citer 3-4 dans l'équipe. Maxime, développeur chez nous, avant il était barman. Super développeur. Il s'est formé en ligne, il nous a rejoints. On a fait le pari tous les deux. C'est devenu un crack. Et j'en ai plein comme ça. Antoine, qui est commercial, il n'avait jamais fait de vente avant de nous rejoindre. Il avait juste un petit peu de bagou, le sourire, un peu solaire. On l'a formé et aujourd'hui il déchire. Et ouais, on regarde pas le diplôme, quoi. Absolument pas. Après, on est 15, on peut faire les malins. Si on était 500 collaborateurs, on ferait peut-être plus attention. Mais aujourd'hui, tu vois, pour construire cette équipe de A-players, on veut des gens motivés, on veut que les personnes aient un état d'esprit de se dire il faut que je sois le meilleur sur mon poste, il faut que je puisse apporter le maximum de valeur. Je pense qu'on a toujours une récompense, que ça soit financière, en termes d'opportunités professionnelles, et puis derrière une belle histoire à raconter. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Un truc, tu t'es dit, Florent, je voulais lui en parler et puis il m'en a pas parlé. Je sais pas, mais je pense que ça, quelque chose qui peut être intéressant, c'est la complexité à mettre en place une solution tech dans les écoles, à digitaliser une école, entre guillemets. Tu vois, je digitalise pas toute une école, mais ça peut intéresser pas mal de monde de comment on déploie un projet tech, SaaS, logiciel dans les écoles. On a pas mal qui ont essayé là, ces 3 dernières années, j'ai vu beaucoup d'acteurs éclore un peu autour de nous. Pas mal aussi disparaître. Ça, je pense que ça peut intéresser. Tu vois, je me pose la question, j'ai le droit? Ouais, bien sûr. Bien sûr ouais. Et c'est difficile parce que les budgets sont pas forcément définis, le besoin est pas forcément identifié. Alors, tu donnes un diplôme, tu formes les étudiants, mais est-ce que tu les aides vraiment à trouver un travail? Alors pour l'alternance, oui, ça génère du revenu. Donc là, avec la bulle de l'alternance, j'appelle ça une bulle, mais avec ce qui s'est passé avec l'alternance, ça nous a aidé évidemment. Mais voilà, déployer une solution logicielle dans une école, dans un lycée, je te dis pas. Il faut acculturer les équipes, il faut aller sur place, il faut les rassurer. On voit tout de suite les problèmes, on voit tout de suite les bugs, on voit tout de suite versus ce qu'on gagne. Tu vois. Donc il faut être ultra pédagogue, il faut être ultra patient et résilient. Parfois tu mets 6 mois, 1 an à discuter. Tu vois, je prends l'exemple de l'école de commerce de Rennes School of Business. Ça fait 2 ans qu'on discute. Et on s'entend super bien. Et je pense qu'ils adorent la solution. Moi, j'adore l'équipe et on n'a pas encore réussi à cranter. Parce que c'est nouveau. Si vous m'entendez, Rennes School of Business. Tu vois, il faut conduire le changement. Est-ce qu'on déploie à niveau groupe? Est-ce qu'on déploie sur un échantillon d'étudiants? Et je crois qu'on a réussi quand même à un peu craquer le truc, tu vois. Nous, on déploie Grimp en 7 jours. Déjà, c'est rassurant. Tu vois. Donc c'est rapide. La solution, elle démarre à 5 000 € seulement. Quand tu es une business school, quand tu es un CFA et que tu sais combien ça rapporte potentiellement un contrat d'apprentissage,
licence illimitée, peu importe le volume d'étudiants. Tu vois, on a tout le temps des mots magiques. Et je pense que pour Grimp, nous, c'est ce qui marche, c'est qu'on arrive avec des mots magiques et puis on tient nos promesses. On déploie Grimp, on a tout de suite du ROI parce que tu gagnes 2 à 4 heures par semaine dans une école en ayant une source de vérité, tu vois ce que font enfin tes étudiants. Tu vois. Et en fait, pour déployer la solution, on essaie de projeter et on essaie de bien identifier les douleurs, ce qui coûte des ressources à nos interlocuteurs, les chargés des relations entreprises, les personnes qui coachent les étudiants, et on arrive tout de suite avec une solution. Et on essaye de tenir nos promesses, on les tient en tout cas, on fait tout pour les tenir. Et on intègre la DSI, tu vois, la direction des services informatiques. Il y a toujours un informaticien dans une école. Et c'est quelqu'un qui peut faire capoter le projet si on le met pas dans la boucle. Ouais, donc on essaie de le mettre dans la boucle. En fait, la technique de vente, c'est la même technique de vente que de faire de la vente B2B, grand compte. T'as plein de pouvoirs de décision différents, t'as des budgets un peu partout, voire pas du tout. C'est souvent peut-être même le directeur qui prend la décision, donc il faut remonter jusqu'au directeur. Et tout ce que j'ai mis en place chez Edflex pendant 2 ans pour aller chercher, tu vois, une centaine de grands comptes, je fais la même chose dans les écoles. Et la vente, elle est potentiellement même des fois plus complexe. Donc il faut être ultra résilient. Et ça a été très très frustrant les 2 premières années, tu vois, on voit que les paillettes, super ce que fait Grimp, blablabla. On a douillé, hein. Je me suis fait quelques cheveux blancs. Hein. Voilà, donc tu vois, des petites bonnes pratiques. Ou quelques nuits blanches, ouais. Comment ? Quelques nuits blanches aussi. Quelques nuits blanches, ouais. La vie d'entrepreneur. Tu connais. Ouais, je confirme. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pro qui t'est arrivée, quelque chose que t'as encore jamais raconté à un micro ? Qui t'est arrivé avec, je sais pas, un client, un prospect, un collab, un candidat ? En plus, en préparation, tu m'as posé la question, il faut que je oui. te réponde. Non, je pense qu'il y a un truc qui a été assez chouette, c'est quand je bossais dans mon ancienne boîte chez Edflex. Un jour, Clément m'a dit, ouais Paul, on a parlé dans le jargon startup ou le jargon sales, comme on dit, vente, on a un lead entrant, on a quelqu'un qui est intéressé par la solution Edflex. Par contre, c'est aux US ou c'est, je sais plus, au UK, en Angleterre, etc. Tu peux prendre le call. Clément, à l'époque, il parlait pas très bien anglais. Okay. Maintenant, il s'est formé, il déroule. Moi, je prends le téléphone, et puis on avance sur un rendez-vous, et puis bon, avec un peu de... Bon, la chance, c'est que je parlais anglais un petit peu, et j'ai le rendez-vous. Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je suis devenu la personne un peu identifiée qui pouvait prendre... les calls en anglais. Les calls en anglais. Et 1 mois plus tard, je partais à Miami, lancer le projet de distribution avec notre partenaire américain, et puis on signait... PayPal, Davivienda, une banque colombienne. Okay. C'est quand même assez extraordinaire. C'est trop sympa, ça. Avec, tu vois, le fait de parler une autre langue, le fait d'avoir un peu d'audace, ça peut te créer plein de super anecdotes et une belle aventure, tu vois. Et c'est un peu l'effet papillon. Ouais. Voilà, petite anecdote. Ouais, mais sympa. Ouais, voilà. Ok. Positive en plus. Donc, je pense, cool. Ouais. Y a des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast, soit des fondateurs, fondatrices de solutions RH, tech ou pas tech d'ailleurs, ou des DRH que tu trouves inspirants. J'en parlais tout à l'heure, je pense que Clément Mélin, le CEO de Edflex, il est top. En plus, il m'a beaucoup inspiré sur sa capacité à son éloquence et il a fait une école de politique, il s'exprime extrêmement bien. D'accord. Et Edflex, je crois que ça va être 80 collaborateurs, il doit avoir 200-300 clients grands comptes. Ils équipent les RH, les équipes RH d'une solution pour faire monter en compétence les salariés. Donc c'est typiquement ta cible. Je pense qu'il sera content, Clément, d'être invité. Et puis après, peut-être Jérôme Bruet, qui est un peu sous les radars, qui a monté IDOCO, Talentsoft, revendu à Cégide et qui m'a gentiment accueilli dans les locaux dans lesquels on enregistre le podcast. Donc un Parisien et un Nantais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, Clément est normand. Et normand. Okay, d'accord. T'écoutes des podcasts ? À fond. T'écoutes quoi comme podcast ? Alors déjà, j'écoute le tien. Ouais, ça super, mais ça marche. J'en ai écouté quelques-uns. T'as écouté ? Tiens, alors si. J'ai pas une question. T'as aimé qui dans les podcasts que j'ai réalisés, les épisodes que j'ai réalisés ? Honnêtement, j'en écoute tellement. Est-ce que je peux te le dire ? Roi de la nuit. Non, c'est pas sûr. Ça, c'est une connerie. Attends. J'en ai écouté quelques-uns, mais j'écoute tellement de podcasts que là, de tête, ça me vient pas. J'ai eu des écoles sur ce podcast. Attends, je vais te dire. J'ai eu l'IGSRH, l'IESEG. Je sais pas si tu les as. Je crois que j'ai peut-être écouté celui de l'IESEG, mais ouais, je te dirai après l'enregistrement, parce que là, si je commence à regarder, tu vois. Non, sinon, j'écoute Génération Do It Yourself, qui est un des plus connus. J'adore écouter Silicon Carnet, qui est fait par Carlos Diaz, si je me trompe pas. Ouais. Que j'avais vu comme intervenant prof quand j'étais à San Francisco. Il y a des fois, qui a un podcast des fois un peu piquant. Un peu piquant, comme il dit, Comme il dit, ouais. J'écoute Saster en anglais.
Ok, je connais pas du tout ça. C'est du coup dédié au logiciel Ok. SaaS, du coup ce qu'on propose nous, et ça me permet d'être, tu vois, de faire un peu de prospective. Souvent ça commence aux US et puis ça arrive un peu en Europe. Ok. Ouais, t'écoutes en français, en anglais. en Ouais, fait. j'écoute On Purpose de Jay Shetty, plutôt sur le développement personnel. Ce qui est cool, c'est qu'il fait venir des fois des sportifs de haut niveau, tu vois, Djokovic ou d'autres. Waouh. Moi, je J'en m'inspire suis beaucoup. pas là. Hein. Moi, je m'inspire beaucoup des sportifs de haut niveau dans ce que je fais. Et puis, voilà, on n'a jamais fait comme ça, c'est le tien. La galère. Quand je démarrais Grim, j'aimais bien entendre des entrepreneurs qui Je vois galèrent bien, ouais. à démarrer. Voilà, Ouais. on voit quelques-uns. Campus Talent aussi Ok. de Mathias de Taranto sur les Ouais. chargés des relations écoles. Ouais, ah ouais, donc il est vraiment dédié aux relations Puis écoles. j'en ai encore une quinzaine, une vingtaine. C'est pour ça que je me souviens plus de ceux que j'ai écoutés avec toi. Ouais, t'es comme moi, tu Bah, en fait, dès que je fais du surconsommes. sport ou dès que je suis en voiture, je Ouais, bah c'est pareil. Parce Ouais. que la musique, au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie d'écouter un copain, entre guillemets, Ouais, quelqu'un qui te parle, quoi. c'est ces moments-là aussi où j'écoute. Hein, parce Quand que tu sinon, fais des insomnies aussi. ouais, alors ça m'arrive. J'ai quelques podcasts qui m'ennuient et j'ai les mecs qui m'aident à me rendormir. Je citerai pas les noms. Bref. Bah, si besoin, comment on peut te contacter? Bah, sur LinkedIn, c'est cool. J'essaie de répondre un maximum. Paul Foutrel. Ouais, Paul Foutrel. Avant, c'était Pôle emploi. Pour Ouais, la petite pour la blague. petite histoire, Ouais. voilà, C'était resté 2 Pôle ans emploi ou avant, 1 an et ça. demi, je crois. C'était un pari avec mes associés, mais c'était resté. C'était rigolo. Non, sur LinkedIn, c'est très bien. Ouais. Par email, je me fais tout le temps prospecter, comme nous aussi on prospecte, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de donner mon email. Pas de souci. Mais sur LinkedIn, c'est Sur très LinkedIn, bien. voilà. Ouais. J'ai pas encore TikTok, mais l'équipe a TikTok. T'as pas encore TikTok, toi? Ah non. Ok. Ouais. J'essaie de me reconnecter au monde réel de temps en temps, parce qu'on fait tellement d'écrans, tu sais. Ouais. J'ai peur pour mes futurs Ouais, j'ai un enfants, compte tu vois. TikTok, mais alors, franchement, je suis pas actif encore. Ouais. Hein, donc, Non, sur LinkedIn, c'est très bien. donc on peut pas être partout de toute façon et on a juste pas le temps. Donc, ok. Ben, un grand merci. Merci pour. J'étais bavard, t'as vu? Bah ouais, mais c'est top pour ta transparence, pour tout ce que tous tes conseils aussi. Voilà. Je sais pas si ce sont des bons conseils, je sais pas si c'est des conseils sollicités ou non sollicités, mais en tout cas, je t'ai donné mon ton état d'esprit, quoi. Ouais, ton point de vue, ton état d'esprit. Merci à toi, Paul, et puis au revoir à tout le monde, à bientôt. Salut. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!